Savez-vous comment interpréter le langage corporel? Aimeriez-vous enfin gérer vos pensées négatives et vous libérer de ce qui vous empêche vraiment de réussir? Voudriez-vous booster votre motivation? Bienvenue dans mon univers de neurocoach. Mon nom est Annabelle Boyer. Je vous propose des capsules sur les neurosciences, l'hypnose, l'analyse de la communication non verbale, la PNL et bien plus encore afin de développer le plein potentiel de votre cerveau. Bonne écoute! Annabelle est de retour après 2 semaines de pause parce que, bon, il y avait la fête du travail. Ensuite, j'ai pris une semaine de vacances et là, on a reçu des messages. Mais où est Annabelle? Eh bien, elle est de retour avec ses secrets du cerveau humain. Comment vas-tu? Je vais très bien toi-même. Ça va très bien, mais ça brasse ici et là dans le monde. Alors, ça nous fait travailler. Et quoi de mieux qu'une chronique sur les secrets du cerveau humain pour nous faire travailler? Et ce matin, je veux te dire comment je me sens Vas-y. par rapport à certaines personnes. Tu sais, on rencontre des gens qui nous racontent plein de belles choses. Puis en dedans, on fait comme, mais voyons, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas d'allure, il me semble que je te crois pas. Puis là, ben, on ne peut pas vraiment les obstiner, mais on a tous une intuition Oui. qui nous indique que la personne est en train de peut-être nous monter un bateau. Est-ce que ça te dit quelque chose, ça? Est-ce que ça t'arrive, toi, d'écouter quelqu'un puis faire comme, ouais. Oui, c'est dans ce temps-là où je me mets à observer davantage le langage corporel, inévitablement, et je me mets à poser certaines questions pour amener l'autre vers un terrain d'authenticité. Parce que à partir du moment où quelqu'un commence à raconter un mensonge, c'est extrêmement difficile pour cette personne-là de revenir en arrière, de dire, mais en fait, c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. Parce que la personne a peur de perdre la face. Et donc, à partir du moment où quelqu'un commence à tomber dans l'engrenage de raconter un mensonge, elle n'arrive plus à en sortir par elle-même. Et là, ça prend certaines techniques pour ramener la personne à réajuster son discours et à revenir vers quelque chose de plus véridique. C'est très intéressant, ça. Puis, tu sais, les études en psychologie ont démontré qu'on ment en moyenne entre 6 et 200 fois par jour. Aïe, aïe, aïe. Oui. Donc, tout le monde ment et il y a des périodes de vie où on ment plus. Et il y a des moments dans notre cheminement où le mensonge est plus présent. Quand on est dans une période où tout va mal et qu'on n'a pas fait beaucoup de développement personnel. Dans ce temps-là, le mensonge est une porte de sortie facile. Par exemple, il y a une recherche qui a été faite aux États-Unis où on a inventé un faux emploi. On a fait un faux affichage pour un faux poste. Et ce qui est intéressant, c'est que on a retenu quelques centaines de candidats, mais on a fait une enquête sur chacun des candidats avant de les recevoir en entrevue. Fait qu'on a vérifié leurs réseaux sociaux, on a vérifié les anciens employeurs, on a vérifié auprès de l'entourage. Donc, on a un bon pedigree de chacun. Et ce qui est intéressant, c'est que au bout de 10 minutes d'entrevue d'embauche, 60% des candidats avaient déjà commencé à mentir. Parce que les gens avaient vraiment besoin d'un nouvel emploi et ça les amenait à vouloir modifier légèrement leur curriculum vitae, amplifier leurs compétences ou modifier certaines mauvaises décisions, donc réduire l'impact, par exemple, d'un changement régulier d'emploi. Donc, les gens mentent beaucoup. Et ce qui est particulier, c'est que on n'est pas très bon en général pour détecter les mensonges. En fait, selon plusieurs études en psychologie et ce qu'on appelle une méta-analyse, là, quand on prend plusieurs études et qu'on analyse l'ensemble des résultats, on s'est rendu compte qu'en moyenne, en détection des mensonges, on en détecte entre 42% et 52% du temps. Fait que finalement, entre flipper un 25 cents ou se fier à nous-mêmes, le 25 cents est souvent plus efficace. Parce que
Détecter un mensonge qui nous est adressé à nous-mêmes, c'est extrêmement difficile parce qu'il y a plusieurs enjeux qu'on va regarder tout à l'heure. Pour le détecter pour quelqu'un d'autre, là, on est meilleur. Parce que là, on n'a pas l'engagement émotionnel. C'est On ça, on est à n'a pas du tout l'extérieur. le même lien. Mhm. Donc ça, c'est plus facile. On a vérifié aussi qui était vraiment bon pour détecter les mensonges. Les gens pour qui ça fait partie de leur travail. Les policiers, les juges, les avocats, les psychiatres. Est-ce qu'eux-mêmes étaient bons pour détecter des mensonges? Les gens qui travaillent, par exemple, au niveau de la police, au niveau des stupéfiants, est-ce qu'ils sont bons détecteurs de mensonges? Non. Pas plus OK. que monsieur, madame, tout le monde. Hmm. Donc, même si ça fait partie de leur travail, ils ne sont pas meilleurs dans la détection des mensonges parce qu'ils ne savent pas quoi observer. Les seuls, en fait, qui sont bons en détection des mensonges, ce sont les gens qui font de l'infiltration. Les policiers, les espions qui font de l'infiltration, eux, il faut tellement qu'ils travaillent leur propre personnage dans le moindre détail et ils se pratiquent tellement qu'ils deviennent extrêmement bons menteurs et par conséquent, ils deviennent d'excellents détecteurs de mensonges. Je parlais avec un de mes amis qui est un policier à la retraite aujourd'hui, mais qui a été le formateur pour les agents d'infiltration. Puis il me disait, il dit, quand on se pratique, à un moment donné, il faut y aller dans le moindre détail. Parce que si tu rentres dans un gang, par exemple, qui fait de la vente de stupéfiants, mais quand tu vas aller rencontrer, quand tu vas réussir à te rendre jusqu'au Big Boss, ben, à un moment donné, il va te dire, toi, tu as passé ton enfance dans quelle ville? Tout le monde sait ça. Dans quelle ville on a passé notre enfance? Ben oui. Fait que là, lui, il répond Saint-Jean-sur-Richelieu. Ah oui, sur quelle rue? Tout le monde connaît la rue où on a habité durant notre enfance. Mhm. Fait qu'il dit la rue Gouin. OK, quel numéro de porte? Puis la maison était quelle couleur? Ben, numéro 64, la maison était jaune. Puis là, il prend son téléphone. Hey Bob, va-t'en à Saint-Jean-sur-Richelieu, la rue Gouin au numéro 64. Est-ce que la maison est jaune? C'est quelle maison? C'est la première, deuxième, troisième en partant du bout de la rue? Ben, c'est la troisième. Bob, tu checkes la troisième maison. Et là, si la troisième maison du boulevard Gouin ou de la rue Gouin à Saint-Jean-sur-Richelieu n'est pas jaune, ben, tu viens de te faire tirer. Donc, l'agent d'infiltration doit tellement aller dans le micro-détail qu'il devient donc un super détecteur de mensonges. Et on a vérifié aussi, est-ce que les hommes et les femmes mentaient autant et est-ce qu'ils étaient aussi bons détecteurs de mensonges? On s'est rendu compte que dans la détection des mensonges, les femmes sont un peu meilleures que les hommes parce qu'elles sont plus attentives à des éléments, par exemple, non-verbaux, à des éléments du ton de la voix, et elles écoutent beaucoup et elles se souviennent donc de ce qui a été raconté la fois d'avant. Fait que statistiquement, généralement, les femmes sont meilleures pour faire la détection des mensonges. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les hommes et les femmes ne mentent pas sur les mêmes choses. Les hommes vont mentir sur le poste qu'ils occupent. Fait que le représentant en vente, par exemple, va parler de lui comme le directeur des ventes. Il n'est pas le directeur des ventes, il est le représentant en vente. Fait que les hommes vont upgrader leur travail, leur poste pour mieux paraître et ils vont aussi donner l'impression qu'ils ont plus de responsabilité que ce qui en est réellement. Grosse question d'ego, ça. Hein? Oui. Les femmes vont mentir sur d'autres choses. Elles vont mentir sur leur poids. Elles vont mentir sur leur âge, entre autres sur les réseaux sociaux et sur les sites de rencontres. Elles vont mentir, et ça c'est surprenant, sur leur état marital. Donc, sur les sites de rencontres, elles vont mentionner qu'elles sont disponibles alors qu'elles ne le sont pas, plus souvent que les hommes, et elles vont mentir sur les courses qu'elles ont faites. Fais juste penser à tu t'es acheté des nouveaux souliers? Non, c'est une vieille paire que j'avais laissée dans le garde-robe. Pas en tout, c'est des nouveaux souliers. T'as une nouvelle robe? Non, c'est une vieille affaire, là. Ça, c'est ma cousine qui m'a donné ça. Donc, quand les femmes ont des tendances à faire vraiment des achats plus importants, elles vont mentir à ce moment-là sur l'achat pour dire que c'est une vieille affaire, c'est quelqu'un qui leur a donné ou c'était en spécial. Donc, on ment pas exactement sur les mêmes choses, mais tout le monde ment.
Fais juste penser à quand on te demande, par exemple, comment ça va, même si ça va pas vraiment, bien souvent, on va répondre pareil, ah, ça va pas pire, parce qu'on veut pas partir sur une conversation. On veut pas discuter avec cette personne-là de notre vie privée. Donc, pour toutes sortes de situations, on dit que ça va bien, alors que ce n'est pas le cas. Quand on rencontre des parents qui ont un bébé et que le bébé correspond pas tout à fait à nos critères de beauté, bien évidemment, même si le bébé est laid comme un pichou, bien on va quand même dire « Oh, il est donc bien beau! » Mais c'est pas ce qu'on pense. Mais on se voit pas vraiment dire à des parents qu'on le trouve vraiment laid. Donc, le mensonge va servir à ce moment-là de ce qu'on appelle un lubrifiant social. Mais imagine aussi si tu as une amie qui vient de se faire une nouvelle coupe de cheveux, tu trouves que ça y va pas bien, sauf qu'elle est en plein divorce. Ben, peut-être que tu vas taire un peu l'impact de la coupe de cheveux parce qu'elle a vraiment pas besoin de ça en ce moment. C'est intéressant, Annabelle, ce que tu dis, parce que moi, j'ai toujours cru que mentir n'était pas bien. Je ne dis pas que j'ai jamais menti dans ma vie, mais j'essaie d'éviter ça maintenant. Oui. Je connais des gens qui ne mentent pas. Et ils le disent, qu'ils ne mentent jamais, et moi j'ai confiance en eux. Est-ce que tu dirais qu'il y a des gens qui se mentent à eux-mêmes dans ce cas-là, si tu dis que tout le monde ment? Oui. Puis je te dirais que quand j'ai par exemple des clients en coaching qui me disent « moi, je ne mange jamais », je suis à peu près certaine que dans les 10 minutes qui vont suivre, ils vont me mentir. Ah oui! Parce que généralement, c'est pas long. Puis généralement, ce qui est particulier dans le mensonge, c'est que la personne elle-même, quand elle dit son mensonge, souvent elle est elle-même surprise d'avoir dit un mensonge. Ça a comme sorti tout seul. Mais évidemment, moi, dans le corps, je le vois tout de suite qu'il y a quelque chose qui est incohérent. Et là, je vais me mettre à poser des questions. Et je vais poser des questions que la personne ne fera pas nécessairement le lien, mais tranquillement, on va l'amener à revoir son discours. Et ça m'arrive assez régulièrement. Je demande à mon client, est-ce que tu réalises, par exemple, que tu utilises beaucoup la négation dans ton vocabulaire, qu'il y a beaucoup de mots qui sont négatifs, donc dans le choix des mots, pas juste dans la négation, mais dans le choix des mots. Puis là, la personne elle me dit, ah oui. Et je vois dans son visage que le oui, c'est pas un oui sincère, c'est pas un oui convaincu. Et là, je vais questionner sur des phrases en particulier, et là, je vois la personne qui est très, très surprise de la gravité du vocabulaire qu'elle utilise, de l'impact des mots qu'elle utilise. Et là, je reviens puis je lui dis, tantôt quand je t'ai demandé si tu comprenais vraiment l'impact des mots, tu m'as dit oui. Et pourtant, quand j'arrive après et que je te donne des exemples, là, je vois la surprise dans ton visage. Et là, les gens patinent, puis ben oui, en fait, je suis pas sûre que j'avais compris. Mais pourtant, quand j'ai posé la question, tu m'as dit que tu avais compris. Mais nous avons tous à l'intérieur de nous des identités saboteuses. Et si on a une identité saboteuse qui est d'être parfait, de ne pas montrer nos défauts, de ne pas montrer qu'on ne comprend pas, ben cette identité-là, inévitablement, elle va se mettre à mentir à un moment donné. Et le soi parfait, qui est ce qu'on appelle un message contraignant, c'est une croyance limitante, c'est un message contraignant qu'on a intégré. Il y en a 5 comme ça, des messages contraignants. Le soi parfait, 40% de la population l'a. Donc, quand on a une tendance à vouloir trop bien faire les choses, ben quand on fait des erreurs, ça va être plus difficile à ce moment-là de l'admettre. On va avoir plus tendance à camoufler. Donc, il y a plein de situations comme ça où on va avoir de la misère à l'admettre qu'on a menti. Faites juste penser à des gens qui sont en retard et qui vous donnent toutes sortes de justifications. Mon cadran n'a pas sonné. Depuis quand un cadran ne sonne pas? L'as-tu mis ton cadran la veille? T'as-tu pesé snooze jusqu'à te rendre au bout du cycle? T'as-tu pesé sur arrêter au lieu de snooze? Mais la personne va se déresponsabiliser en mettant ça sur la faute du cadran. Combien de fois on a entendu « Oh oui, ton chèque est dans la malle, là, je l'ai envoyé. » 2 semaines après, vous ne le recevez toujours pas. Donc, il y a plein de situations où les gens, quand ils sont pris en défaut, ils vont mentir en pensant qu'ils vont se rattraper sur quelque chose. « Oui, je te l'ai envoyé le courriel, je ne comprends pas comment ça se fait que tu ne l'as pas reçu. » Mais finalement, quand on regarde dans les éléments envoyés, il n'est pas là. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de justifications. Moi, je connais aussi des gens qui ont beaucoup de grand-mère parce qu'elle est souvent morte, leur grand-mère. C'est une excuse qui ressort souvent, ça. Il y a des gens qui ont beaucoup de grand-mère, beaucoup de grand-père ou qui ont beaucoup de chiens.
Ah Le oui, hein? chien a mangé le rapport. Le chien a mangé... C'est ça, je l'ai entendu tellement souvent, c'est hallucinant. Mais, et le mensonge fonctionne parce qu'il y a une partie de nous qui veut y croire. La personne, évidemment, qui raconte son mensonge, elle va s'organiser pour être convaincante et convaincue. Mais en plus, si moi, j'ai un lien affectif avec cette personne-là, entre me dire, ah, la personne que j'aime me ment ou la personne que j'aime me dit la vérité, ben, je préfère croire que la personne que j'aime me dit la vérité. Mhm. Donc, de vraiment dire, on va confronter ce qui arrive et on va le faire de la bonne façon, ça, souvent, les gens préfèrent ne pas y aller. Donc, j'ai vu très souvent des parents pour qui l'adolescent ment, mais à un moment donné, les parents vont en laisser passer parce qu'ils ne veulent pas intervenir sur chaque mensonge. Mais quand on n'intervient pas sur chaque mensonge, inévitablement, le mensonge est récompensé. L'adolescent qui réussit à passer 2 mensonges sur 3 parce qu'il ne se fait pas taper sur les doigts, ben pour lui, il est gagnant 2 fois sur 3. Donc, il continue. Donc, il continue. Et il y a aussi, certains menteurs vont utiliser des stratégies qui vont faire en sorte qu'on va avoir plus de difficultés à détecter les mensonges. Puis on va en parler des stratégies. Puis il faut se rappeler aussi qu'un mensonge est ancré dans la réalité. Les gens ne vont pas raconter 10 minutes de mensonges. Sur 10 minutes, il va y avoir un 9 minutes et demie de vérité et un 30 secondes de mensonge. Donc, il faut être très, très à l'écoute pour être capable de détecter le 30 secondes qui n'est pas tout à fait véridique. Mais souvent, quand quelqu'un nous parle, on fait d'autres choses en même temps. On regarde sur notre cellulaire, on ramasse des affaires qui traînent, on fait la vaisselle, on signe des documents. On n'est pas totalement concentré sur la conversation. Donc, le 30 secondes de mensonge, on ne le voit pas passer parce qu'on n'est pas totalement concentré. Et l'autre chose, c'est que si la personne, j'ai l'impression que ce qu'elle dit n'est pas tout à fait vrai et que je pose des questions, ben, il faut savoir que la personne qui se fait prendre en défaut va probablement surréagir émotionnellement. On réagit toujours plus fort quand on sait qu'on est dans le tort. Alors, retenez cette phrase-là. Oui. Donc, si moi, je prends quelqu'un à défaut et que je me mets à questionner son comportement, la personne qui manque de maturité va donc avoir une réaction émotionnelle plus forte. On retrouve ça, entre autres, chez les pervers narcissiques. Mais on retrouve ça chez quelqu'un qui a monté un mensonge pour se sauver d'une situation et qui veut surtout pas l'admettre. Ben, c'est ça, tu me crois pas? On sait bien. En tout cas, si tu m'aimais vraiment, tu me croirais. Et là, on est déstabilisé par la surréaction. Puis là, mais non, mais c'est pas ça que je veux dire, là, et là, on se sent coupable d'avoir posé des questions. Fait que la fois d'après, on n'en pose pas de questions. Puis l'autre chose, c'est que la personne qui ment va souvent utiliser des stratégies où il va utiliser des blessures que l'on porte. Si, par exemple, tu portes la blessure de trahison et que la personne n'a pas fait un rapport qu'elle aurait dû ou elle n'a pas fait une tâche qu'elle aurait dû et que là, pour se justifier, elle te raconte une histoire où elle a été trahie, mais parce que tu portes la blessure de trahison, tu risques de tomber dans le syndrome du sauveur, dans le syndrome Mère Teresa et de vouloir à ce moment-là l'aider, l'écouter, pauvre de toi, je comprends ça, moi aussi j'ai vécu ça. Puis là, les deux se mettent à jaser de leur situation qu'ils ont vécue de trahison. Et le mensonge a bien passé parce que la personne a utilisé une blessure que l'autre portait. Donc, il y a plein de situations qui font qu'on croit un mensonge puis on ne comprend pas pourquoi, mais après coup, on comprend. Et la première clé importante, c'est de comprendre que le mensonge a toujours une utilité. Quand on comprend l'utilité, là, on est capable d'en détecter beaucoup plus. Dans les utilités, être poli. Imagine que tu rencontres pour la première fois belle-maman. C'est votre premier souper. Elle a fait de la soupe au pois. T'aimes pas la soupe au pois, mais c'est ta première rencontre avec belle-maman. Puis belle-maman, elle n'a pas aimé les ex. Fait que ça se peut que tu manges la soupe au pois. Pour être poli, pour pas partir une chicane, ça va être de même. On peut aussi mentir pour influencer une décision. Quand je te parlais tantôt de la recherche qui a été faite aux États-Unis avec le faux emploi, donc des gens qui vont mentir sur leurs compétences, mentir sur les tâches qu'ils ont fait
parce qu'ils ont absolument besoin d'un emploi. Ça fait 4 mois qu'ils cherchent, ils n'ont plus de revenus, ils sont à veille de se faire mettre à la porte de leur appartement ou de leur maison. Le conjoint ou la conjointe n'est plus capable de les endurer. Il faut qu'ils travaillent. Et là, ils se font poser une question piège pendant l'entrevue et ils savent que s'ils ne répondent pas à la bonne affaire, ils vont perdre cette opportunité-là. Et là, ils vont modifier donc leurs compétences réelles pour prendre le risque d'avoir l'emploi en se disant, ben, je vais m'arranger pour faire un cours, je vais m'arranger pour parler à mon ami pour qu'il m'explique comment ça marche. Mhm. Donc, pour influencer une décision. On va avoir aussi des gens qui vont mentir pour camoufler une erreur. Ils ont oublié de faire un rapport, ils ont oublié d'envoyer un courriel, ils ont oublié quelque chose ou ils ont merdé dans une situation et là, ils vont mentir pour justifier cette erreur-là ou cet oubli-là ou ce mauvais comportement-là. J'ai vu très souvent, moi, des gens me dire, des gens arriver le lundi matin et avoir une conversation un peu inadéquate avec un client et que ça dégénère un peu et ils sont pas capables d'admettre que durant la fin de semaine, ben, ils ont joué à des jeux d'ordi jusqu'à 6 heures du matin et donc, ils sont brûlés. Ils arrivent le lundi matin, puis l'esprit est encore dans le brouillard, sont plus agressifs parce qu'en plus, ils ont fumé des joints durant la fin de semaine. Et l'effet secondaire des joints, c'est que 2 jours après, il y a beaucoup plus d'agressivité dans le cerveau. Et donc, ils arrivent le lundi matin, sont plus agressifs, il y a plus de glutamate, qui est un neurotransmetteur dans le cerveau. Et là, ben, inévitablement, dès qu'arrive un client qui pose des questions un peu plus difficiles, ben là, le ton va monter parce que l'agressivité, elle est déjà là. Mais au lieu de dire, ouais, je me suis couché tard samedi, j'ai fumé un joint, c'était peut-être pas une bonne idée, au lieu d'admettre leurs erreurs, ben, ils vont dire, oh, mais là, c'est le client qui m'a cherché, puis là, ça plusieurs fois, puis... et là, ils partent sur une dérape, mais parce qu'ils sont pas capables d'admettre qu'ils ont eu eux-mêmes un comportement à la fin de semaine qui a un impact sur leur travail de semaine. Donc, il y a plein de situations. Et ça arrive tellement souvent, tu n'as même pas idée de la quantité d'interventions que je peux faire là-dedans. On va avoir aussi des gens qui vont mentir parce qu'ils veulent éviter un conflit. Rappelle-toi le spectacle de Patrick Huard. Est-ce que quand votre blonde, elle vous demande, j'ai-tu engraissé? Trouves-tu que j'ai engraissé? Patrick Huard disait toujours, ferme ta gueule. Tu réponds pas à ça. Parce que si tu dis qu'elle a engraissé, ben là, elle risque de dire, ben là, ça veut-tu dire que tu me trouves plus belle? Ça veut-tu dire que? Ça veut-tu dire que? Si tu dis qu'elle n'a pas engraissé, ben là, tu me regardes pas, c'est quoi? Tu t'intéresses pas à moi? Dans les deux cas, t'es perdant. Donc, il y a plein de situations comme ça où, pour éviter un conflit, on va mentir ou omettre de donner une information, puis omettre, c'est aussi mentir. Et là, à ce moment-là, ça nous permet de nous en sortir. Donc, il y a quand je disais que le mensonge, dans certains moments, peut nous sembler être un lubrifiant social, c'est ça que je veux dire. Okay. Donc, il y a plein de situations qui font que l'on ment. On peut aussi, j'ai déjà vu un coach qui mentait sur les capacités sportives de son athlète en faisant croire que c'était pas si pire que ça pour essayer de l'encourager parce que l'athlète traversait une phase de plateau, une phase plus difficile. Et là, l'entraîneur disait, c'est quand même bien, on a réussi à avoir telle amélioration alors que les résultats étaient désastreux. Donc, l'entraîneur modifiait un peu la façon, l'angle pour ne pas trop écraser l'athlète. Il va y avoir aussi des moments où on va mentir pour faire attention, contrôler nos apparences. Quand je te disais, les femmes vont mentir sur leur poids, sur leur âge. Donc, c'est une façon aussi de mentir. On a des gens qui vont mentir pour empocher un profit. À un moment donné, on a une étude qui a été faite aux États-Unis. On a donné aux gens un pot maçon d'argent et on leur a attribué un partenaire. Le partenaire, lui, ne voit pas le pot. Là, on a fait toutes sortes de tests. Le partenaire doit essayer de deviner combien d'argent il y a dans le pot qu'il ne voit pas. S'il arrive proche du résultat, on se partage le contenu du pot. S'il arrive proche, mais un peu plus bas, ben on lui donne juste une proportion, juste une petite portion du contenu. Et l'autre gars prend le reste qui est plus important. Et là, on s'est rendu compte que quand on faisait ça, on avait des mensonges qui apparaissaient parce que la personne qui a le pot, elle sait combien d'argent qu'il y a et elle influençait l'autre pour faire en sorte de pouvoir garder plus d'argent pour elle-même. Donc, il y a plein de moments comme ça où les gens vont essayer là, de tirer profit d'une situation.
Vous allez avoir des gens qui vont mentir parce que ça leur permet de se réjouir de ce qui arrive à quelqu'un d'autre. Vous allez avoir des gens qui vont mentir parce qu'ils vont projeter leur propre zone d'ombre. Donc, si moi, par exemple, je ne tolère pas les mensonges parce que ça fait partie de ma zone d'ombre, on se rappelle qu'on réagit beaucoup plus quand on a quelque chose en nous qui n'est pas guéri, pas résolu. C'est ce qu'on appelle en psychologie la projection. Donc, ce qui me dérange chez l'autre, c'est quelque chose qui est déjà en moi, qui n'est pas guéri, pas résolu. Donc, si dans le passé, j'ai raconté des mensonges que je n'ai pas pris le temps de nettoyer dans mon esprit, de me pardonner, j'ai juste fait en sorte de mettre ça sous le tapis, d'essayer de ne pas y penser, ben, l'inconscient, lui, il n'oublie rien. Donc, toutes les fois où j'ai menti, l'inconscient, lui, il s'en souvient. Puis, il y a toujours des fois où on n'est pas fier d'un mensonge qu'on a dit, on n'est pas fier d'une situation, et quand on n'a pas pris le temps de se le pardonner en profondeur, pas de se le pardonner dans notre cerveau conscient, de se le pardonner dans notre cerveau inconscient. Et quand on n'a pas fait ce travail-là, et souvent ce travail-là, il faut le faire avec un professionnel, quand on n'a pas fait ce travail-là, bien, quand quelqu'un d'autre a un comportement qui nous rappelle le comportement que nous avions déjà eu, à ce moment-là, on va réagir beaucoup plus fortement. Et on se rappelle que tout le monde a déjà menti, tout le monde a déjà volé. Puis voler, là, ça peut être voler un 10 cents sur un comptoir. Ça peut être de voler l'efface de l'ami qui est à côté de nous en 2e année du primaire. Ça peut être, j'ai une cliente qui me racontait qu'elle avait volé, tu sais, quand on était au primaire, là, il y avait des crayons à mine, mais qui sentaient bon. Tu sais, tu les aiguisais, là, puis ça sentait bon. Puis les jeunes avaient tendance à les grignoter parce que justement, il y avait mis une odeur, puis ils ont arrêté de les faire d'ailleurs parce qu'il y a trop d'enfants qui les mangeaient, puis ils mangeaient le plomb qu'il y avait dedans aussi, là. Mais c'était des crayons qu'à chaque fois qu'on les aiguisait, ça sentait l'odeur qui avait été intégrée dedans. Je sais pas, moi, je mangeais de la colle. Bon. Non, c'était une blague, mais je connais pas les crayons, mais je sais qu'à l'école, les gens mangeaient de la colle. Oui. Ben, tu vois, moi, les crayons, je m'en souviens. Moi, j'en avais pas des crayons comme ça, mais je me souviens d'une fille qui avait plein de crayons, un crayon rose, un crayon bleu, un crayon vert, puis ça avait toutes des odeurs bien, bien différentes. Ah bon? Et je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, mais à la fin de l'année, là, elle les retrouvait plus, ces crayons. Plein de gens avaient piqué ces crayons. Mais dans l'inconscient, lui, il sait que c'est un mauvais comportement. Et inévitablement, après ça, si on n'a pas pris le temps de faire le ménage de ça, même si ce sont des babioles, quand on va observer un comportement similaire chez quelqu'un d'autre, on va à ce moment-là surréagir. On ne fait pas le lien entre le comportement qu'on a eu et la réaction qu'on a aujourd'hui. Et nous, on pense que c'est juste parce qu'on est tellement bon qu'on ne tolère pas les mensonges, mais c'est pas ça. Si on avait vraiment fait la paix avec nous-mêmes, le mensonge de l'autre ne nous dérangerait pas tant que ça. Quand on surréagit à quelque chose, ça veut dire qu'il y a une blessure qui est en nous. Et cette blessure-là, c'est une porte ouverte à la manipulation. C'est une porte ouverte aussi à une charge émotionnelle beaucoup trop grande. Donc, il faut réussir à s'en libérer. Il y a une recherche qui a été faite encore aux États-Unis. Les autres, ils en font vraiment beaucoup des recherches comme ça, dans les années 40. Fait que ça te donne une idée à quel point on étudie la détection des mensonges. On a pris des garagistes là, vraiment haut de gamme, là, qui sont capables de réparer n'importe quoi. Ces garagistes-là ont créé volontairement un trouble sur des voitures et ont envoyé les voitures chez différents garages pour voir à quel point les garagistes sont capables de trouver le bon problème. Donc, évidemment, on s'est assuré que tout le reste du véhicule va bien. Et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte que 63% des garagistes mentaient sur les problèmes dans la voiture. Ils amplifiaient les problématiques. Donc, inévitablement... C'est très connu, hein? C'est très connu. Et on a observé ce comportement-là encore plus souvent quand la cliente est une femme. Donc, ils vont augmenter la facture quand le client devant eux est une femme. On a remarqué aussi qu'on a fait exactement la même expérience avec des réparateurs de laveuses, sécheuses, lave-vaisselle. On a pris, tu sais, le réparateur Maytag, tu sais, super réparateur qui peut tout réparer, qui s'est arrangé pour créer des problèmes donc sur des appareils et envoyer les appareils à différents réparateurs. Même problème, 64% des réparateurs mentaient sur ce qu'il y avait à réparer. On fait la même expérience avec des horlogers et là, on a 40% des horlogers qui mentaient. Et ça,
Je te raconte ça pour faire comprendre que quand on ment dans ces situations-là, c'est parce qu'on sait qu'on va avoir une facture qui va être plus salée. Donc, on va empocher un profit. Mhm. Et donc, quand les gens ont la possibilité d'empocher un profit, c'est là où généralement ils vont mentir davantage. La deuxième clé dans la détection des mensonges, c'est qu'il faut comprendre que le manipulateur utilise une stratégie qui fonctionne sur nous. Une des stratégies les plus répandues, c'est noyer le poisson. Donner tellement de détails. Tu sais, la personne, elle vous raconte une anecdote et il y a une centaine de détails là-dedans. Mais sur 100 détails, il y en a 2 qui sont pas vrais. Fait qu'évidemment, on a 98 détails qui sont vrais, 2 qui sont pas vrais. Il faut savoir que le cerveau enregistre 7 informations, plus ou moins 2, mais dépasser 7, il arrête d'enregistrer, ça fait trop de choses. Donc, dès que la personne se met à donner beaucoup d'informations, le cerveau ne peut pas traiter toutes ces informations-là. Il y en a trop. Il devient saturé. Et à ce moment-là, il y a des phrases qui n'entreront même pas dans le cerveau. Le cerveau ne sera pas capable de les traiter parce qu'il y a trop de détails. Donc, noyer le poisson, c'est une stratégie de mensonge qui fonctionne très bien. C'est pour ça que moi, avec mes clients, j'écris. J'écris ce qu'ils me disent. Mhm. Alors, inévitablement, le mouvement d'écrire fait travailler mon cerveau reptilien et dans certaines périodes, entre 2 rencontres, je vais prendre le temps de relire et de surligner des éléments qui me dérangent ou des éléments sur lesquels je voudrais revenir parce que mon corps, lui, il a détecté le mensonge. C'est mon cerveau qui n'a pas été capable de traiter l'information. Donc, comme j'écris beaucoup, inévitablement, à un moment donné, je vais finir par détecter le mensonge. Le menteur va aussi, dans certains cas, flatter l'ego. Il va s'arranger pour vous dire que vous êtes tellement intelligent, que vous comprenez plus vite que les autres. C'est comme ça que les arnaqueurs vont fonctionner. Hein, je me souviens, à un moment donné, il y avait un monsieur qui vendait des parts d'une entreprise à des gens qui avaient des moyens financiers plus importants en leur disant, est-ce que vous auriez aimé ça, embarquer dans Facebook dans les débuts? Ça vous aurait permis à ce moment-là d'être millionnaire aujourd'hui. Ça aurait été tellement génial. Mais nous, on est en train de monter un super projet, puis on veut pas le présenter à tout le monde. On veut le présenter à des gens qui sont allumés, à des gens qui ont une intelligence supérieure, puis qu'on pense qu'eux autres, ils vont comprendre de quoi on parle. Flatter l'ego. Et il a réussi à faire en sorte que entre 30 et 40 personnes investissent dans son projet à des parts qui valaient 125 000 $. Et si les gens avaient bien regardé dans le contrat, puis pourtant, il y a plein de gens qui ont fait valider ça par des comptables qui n'y ont vu que du feu, dans le contrat, c'était écrit que c'était des actions non participatives. Et l'arnaqueur disait des actions non participatives, ça veut dire que tu n'as pas besoin de participer aux grosses réunions plates, là, tu te sauves de tout ça. C'est pas ça du tout, des actions non participatives. Des actions non participatives, ça veut dire que tu participes pas au profit. C'est pas la même chose. Mais à ce moment-là, évidemment, il s'arrangeait pour flatter l'ego. Puis à partir du moment où l'ego était flatté, ben, les gens faisaient confiance aveuglément. Une autre façon de mentir, c'est de se déresponsabiliser. C'est pas de ma faute, c'est la faute du boss. C'est pas de ma faute, c'est la faute du client. C'est pas de ma faute, c'est la faute des enfants. C'est pas de ma faute, c'est la faute du conjoint. C'est pas de ma faute, c'est de la faute des autres. Donc, la personne se déresponsabilise tout le temps. Et là, à ce moment-là, ben pour elle n'a pas menti, c'est les autres. C'est toujours les autres. Et si on a soi-même une tendance à se déresponsabiliser, ou si on a une tendance à avoir un syndrome du sauveur et à vouloir aider, quand la personne se déresponsabilise, on va tomber dans le piège plus souvent. Et la personne qui se déresponsabilise peut avoir une deuxième stratégie qui vient souvent avec, vous culpabiliser. Ah oui. Ça, là, tu me déçois tellement. Je pensais jamais que tu me dirais des affaires de même. Et là, quand elle se met à vous culpabiliser comme ça, puis à vous dire que c'est de votre faute, puis que c'est vous qui n'êtes pas gentil, puis c'est vous qui mettez de la pression, puis ça n'a pas de bon sens. Et là, généralement, les gens vont geler là. Ils savent pas comment récupérer ça. Ils veulent préserver la relation, fait qu'ils préfèrent ne pas trop questionner, ne pas trop ouvrir de discussion là-dessus. Et la plupart des gens se sentent déjà coupables de quelque chose. Fait que quand l'autre vient en plus vous culpabiliser, là, on oublie ça, là, on vient de tomber dans le panneau. Et cette culpabilité-là que beaucoup de gens portent, ben, c'est une blessure qui doit être soignée. Cette blessure-là, elle ne se guérira pas tout seul, là. Donc, ça va prendre des exercices pour pouvoir s'en sortir. L'autre technique que le manipulateur va utiliser,
c'est qu'il va modifier un souvenir. Et ça, les pervers narcissiques l'utilisent beaucoup. Fait qu'ils vont dire, tu sais, la dernière fois, là, quand on a parlé là, de telle rencontre chez mon ami, j'ai pas aimé ça quand tu m'as dit que j'étais un ci puis un ça. Là, on repense dans notre tête, j'ai pas dit ça. Oui, oui, tu l'as dit, puis là, tu m'as dit telle affaire, puis là, tu as dit telle affaire, puis là, tu as dit telle affaire. En tout cas, moi, j'ai pas vraiment aimé ça. Et là, on va se demander, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai dit qu'il a pu interpréter de cette façon-là? Et d'une fois à l'autre, il va nous raconter cette anecdote-là plusieurs fois. La première fois, on se remet en question. La deuxième fois, on trouve ça bizarre. La troisième fois, ouf, notre cerveau commence à adhérer à cette nouvelle version-là de la situation. Et plus il va raconter le mensonge souvent, plus notre cerveau finit par l'accepter. Fait qu'on croit ce qu'il a dit qui n'existe pas finalement. Exactement. On va se mettre à l'imaginer dans notre tête. C'est comme ça d'ailleurs que quand on a, par exemple, des nouvelles recherches qui sont faites, et des fois, on va avoir, par exemple, des chercheurs qui ne sont pas d'accord avec leurs collègues, puis là, on voit une montée de lait entre les chercheurs. Puis même s'il y en a un qui dit une connerie, même s'il y en a un qui dit une fausseté, s'il la martèle assez souvent, ça devient une vérité. Fait juste penser à un moment donné, dans le monde du développement personnel, on a répété beaucoup, ça prend 21 jours pour opérer un changement dans le cerveau. Oui. Et ça a circulé longtemps, mais c'est pas vrai. Toutes les recherches le démontrent, c'est pas vrai. En fait, on a de la misère à trouver d'où ça vient, cet esprit de phrase-là. Mais c'est quelque chose qui a été répété tellement souvent qu'à un moment donné, on a fini par le croire. À un moment donné, on avait les produits laitiers, ça augmente la production de mucus quand on a la grippe ou le rhume. Mais toutes les études qui ont été faites dans les dernières années nous montrent que c'est pas vrai. Mais à force de répéter une fausseté, à un moment donné, les gens finissent par la croire. Mais le menteur, il fait la même chose. Il répète très souvent une fausseté, il modifie un souvenir tellement souvent, il le raconte tellement souvent qu'à un moment donné, notre cerveau finit par le croire. On l'a vu dans la population, on nous a aussi dit que les vaccins étaient sûrs et efficaces, tellement que les gens y ont cru, puis finalement, tout le monde est malade. Puis inversement, il est arrivé des moments où on a dit « Ah non, non, ce vaccin-là, il est super dangereux. Prenez plutôt mon produit qui, lui, est extraordinaire et qui va vous protéger. » On l'a vu, ça aussi. Ouais. Donc, on attend encore des nouvelles de Medicago ou je ne sais pas trop quoi, là, qui n'a jamais vu le jour. Ben, c'est ça. Et on a aussi des gens qui vont mentir en s'associant à autrui. À un moment donné, je fais passer des entrevues d'embauche. Et le gars passe pour un gros poste en lien avec les communications et le marketing. Il fait la gaffe pendant son affaire de dire « Oui, 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 moi, j'ai travaillé dans l'équipe de… » Puis là, il nomme un gros nom. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que le gros nom qu'il vient de nommer, là, moi, je le connais. Puis là, il continue à parler, puis il nomme un deuxième gros nom. C'était deux noms de deux conférenciers très connus au Québec. Le deuxième nom, je le connais aussi. Puis les deux personnes, je suis ami Facebook avec eux autres. Les deux personnes, moi, je leur ai écrit « Tu connais-tu un tel? » J'ai été chanceuse, ils m'ont répondu rapidement. Puis les deux me disent « J'ai aucune idée de c'est qui. » Alors que le candidat, lui, s'est vanté qu'il était le big boss responsable du super marketing et donc du très grand succès de un tel et un tel. C'était pas vrai du tout. Mais il pouvait pas savoir que moi, j'étais en contact avec ces deux personnes-là. Ouais. N'importe qui d'autre aurait passé l'entrevue, puis ça aurait passé comme du beurre dans le poêle. Évidemment, il s'est associé à autrui, il s'est organisé. À un moment donné, dans une activité de réseautage, mon conjoint va dans cette activité-là, c'est une activité de la chambre de commerce. Et il y a une femme qui se vante de bien connaître la personne qui est passée à la télé la veille et qui a parlé de l'analyse du langage corporel, moi-même. Et là, la personne se vante d'être une bonne amie à moi. Mais dans la salle, il y a un de mes clients qui me connaît bien, à qui j'ai donné de la formation. Ah, fait que lui, il répond, il se prénomme Mario. Mario, il dit, ah, ben, si tu connais Annabelle, tu connais donc Martin. Martin, le conjoint d'Annabelle. Ah, oui, oui, Martin. Fait que Mario fait venir Martin. Puis Martin sait exactement qui je côtoie. Il connaît tous mes amis. Ça fait tellement longtemps qu'on est ensemble qu'il sait très bien qui fait partie de mon entourage. Et là, il n'a aucune idée de qui est la dame en avant de lui. Fait qu'il s'arrange pour prendre des photos, puis pour prendre son nom, puis il m'envoie ça.
Puis là, moi, je sors d'une autre rencontre, puis là, je vois son message. Je dis, voyons, qui est-ce qui me parle? Puis je réponds, j'ai aucune idée c'est qui. Mais elle, pour bien paraître en public, ben, elle a fait croire qu'elle était une grande amie à moi. Mhm. Ce qui n'était pas le cas du tout. Fait que, tu sais, il y a plein de fois où les menteurs utilisent toutes sortes de stratégies. Maintenant, ce qui est intéressant à regarder au niveau du langage corporel, parce qu'évidemment, en analyse du langage corporel, on s'est posé la question. Et là, ce qui est difficile, c'est que les signes de mensonge ressemblent beaucoup aux signes de stress et ressemblent aussi aux signes de vigilance. Parce Ben, que veut quand pas quelqu'un qui ment est stressé parce qu'il oui, sait, lui. il est stressé puis il est en mode vigilance parce qu'il veut vérifier si la personne croit son mensonge. Mhm. Mais après ça, il va falloir embarquer avec une stratégie de questionnement intelligent. Mhm. Mais sur le plan non-verbal, une des choses qu'on a remarqué, c'est que la personne qui ment, généralement, quand elle est dans le mode vigilance, donc elle raconte la vérité, la vérité, la vérité, tant qu'elle raconte la vérité, le clignement des paupières est normal, à peu près 19 fois par minute. Mais dans la partie, dans les 2, 3, 4 phrases où elle dit un mensonge, là, son cerveau tombe en mode vigilance et en mode vigilance, il y a beaucoup moins de clignement de paupières, voire pas du tout. Ah, j'aurais pensé le contraire. Non, c'est après. Une fois que le mensonge est terminé, là, il y a une décharge émotionnelle, là, il y a une rafale de mouvement, de clignement de paupières. Mais pendant le Oh, clignement de paupières, la personne est en mode vigilance, elle cesse de cligner des paupières. Et OK. l'autre chose qu'on a observé, c'est que quand on change de regard, quand je fais ce qu'on appelle une défocalisation, donc je regarde en avant, je vais regarder sur le côté, quand je fais une défocalisation, pour ne pas être étourdi, pour ne pas être dérangé, pour pas avoir une sensation de brûlure dans les yeux, au moment où je change d'orientation de regard, il va y avoir un clignement de paupières. Donc, je vais avoir une défocalisation, mais c'est une défocalisation qui est avec un clignement de paupières. Le menteur, lui, il peut pas, s'il y a plusieurs personnes en avant de lui, il peut pas fixer juste une personne. Ça va avoir l'air louche. Donc, il va regarder plusieurs personnes pour vérifier si les autres personnes croient à son histoire. Mais quand il va faire une défocalisation, il va le faire sans clignement de paupières. C'est une défocalisation active. Mais le faire volontairement, là, ça brûle dans les yeux parce que l'œil a besoin d'être bien lubrifié. Mhm. Le fait de ne pas cligner des paupières, c'est dérangeant. Mais quand on est en mode vigilance, on va se mettre à regarder partout sans cligner des paupières. Et là, c'est la version animale de notre cerveau qui réagit comme ça. L'autre chose, c'est que si la personne raconte un mensonge pour la première fois, comme elle construit le mensonge en même temps qu'elle parle, elle va se mettre à parler un petit peu plus lentement parce qu'il faut qu'elle réfléchisse en même temps. Inversement, si elle a déjà raconté le mensonge au moins une fois, quand elle va le re-raconter, elle va le dire plus vite que son rythme normal pour se débarrasser du mensonge le plus vite possible. Donc, là, on a des particularités. Autre particularité, on s'est rendu compte que ça, je l'ai bien compris quand j'ai parlé avec un enquêteur. L'enquêteur formateur me racontait que quand il rencontre des gens qui disent avoir été victimes, par exemple, d'une attaque au couteau, la personne qui a vraiment subi l'attaque, quand elle raconte son histoire, elle la revit et elle la revit avec ses yeux de victime. Donc, elle la décrit en faisant les gestes de défense, en faisant le mouvement de recul. Donc, elle la revit comme elle l'a vécu pour vrai. La personne qui ment, qui n'a pas été victime d'une attaque, elle voit la scène comme un film et elle va nous mimer la scène comme l'agresseur qui arrive avec son couteau parce qu'elle la voit comme un film. Et dans un film, ce qu'on va voir, c'est justement l'agresseur qui fonce sur nous. Mhm. Donc, à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle une dissonance. Donc, c'est super important que la personne qui a vraiment vécu la situation, quand elle la raconte, elle la revit, alors que la personne qui a imaginé la situation, comme elle ne l'a pas vécue, elle n'aura pas les mêmes gestes que la victime. Autre chose, on s'est rendu compte aussi, et ça, pensez à la conférence de presse de Bill Clinton, quand il dit « Je n'ai jamais eu de relation avec cette femme, Monica Lewinsky ». Quand il fait cette affirmation, il est devant un lutrin, il y a un micro, et il regarde dans une direction, et pourtant sa main pointe du doigt dans l'autre direction.
et cette dissociation entre le doigt et le regard. Là, ici, encore une fois, il y a une dissonance dans le cerveau. Pourquoi la main part dans une direction alors que le regard part dans une autre direction? On voit ça davantage dans les signes de mensonge. Et tout ce que je vous dis, tous les signes dont je vous parle, on les voit davantage dans les signes de mensonge. Mais si vous partez avec l'idée que la personne en avant de vous, c'est une personne menteuse, parce que vous partez avec l'idée que la personne devant vous est une personne menteuse, on va se retrouver avec ce que l'on appelle l'effet golem, dont on a déjà parlé. Si j'ai une perception négative de la personne, l'inconscient de l'autre personne cherche à me donner raison. L'autre personne, son inconscient, va se sentir suspecté. Et parce qu'il se sent suspecté, il va avoir des signes de stress et de malaise que mon cerveau va interpréter comme des signes de mensonge. Donc, moi, je dois partir avec l'idée que la personne me dit la vérité. Je dois partir avec ça parce que je dois faire en sorte que mon corps soit totalement détendu. Si je pars avec l'idée que la personne va me dire un mensonge, mon corps va devenir vigilant, tout comme mon cerveau, et le corps va se rigidifier, il va se contracter, il va se mettre en mode d'observation, et le non-verbal va être rigide. Et quand le non-verbal est rigide, il est contracté, l'inconscient de l'autre personne se sent suspecté, interrogé, menacé. Et à ce moment-là, il va nous donner des signes de stress et de malaise, puis là, on ne verra plus rien. On va être faussé, en fait, par exact. Et c'est pour ça que c'est super important de partir avec l'idée, moi, je suis là pour écouter ce que la personne me dit. C'est pour ça que quand on regarde des vrais enquêteurs de police, là, pas des séries policières, là, des vrais enquêteurs, les vrais enquêteurs, là, ils vont pas rentrer dans le suspect, puis ils vont pas se mettre à agir en mauvais flic, puis à essayer de l'intimider. C'est pas ça du tout. C'est vraiment pas ça. Au contraire, ils vont essayer de gagner la confiance de la personne et ils vont montrer une très grande compassion, une grande empathie. Et ils vont dire au gars, ce que tu vis en ce moment, ça doit te causer quand même un certain stress. Et je veux juste que tu saches qu'on est conscient du stress que tu vis, puis on veut juste faire en sorte que ça se passe le mieux pour toi. Puis on sait bien que la situation, elle n'est pas évidente. Tu viens de perdre un proche, c'est bouleversant, c'est humainement difficile, puis je veux juste que tu saches qu'on est là pour être avec toi, puis on est là pour t'écouter aussi. Puis quand tu vas te sentir prêt à nous raconter ce qui s'est passé, on va être là aussi. Et à un moment donné, après plusieurs heures, voire plusieurs jours, la personne, elle a besoin de se libérer, puis elle va finir par dire la vérité. Donc, le policier enquêteur, lui, sa job, c'est vraiment de créer un lien de confiance. Donc, il peut pas partir avec l'idée de « ça, c'est un salaud, je vais l'avoir à l'usure », puis c'est pas comme ça que ça marche. Au contraire, le policier est super détendu, il a les épaules relaxes, il a les mains relaxes, il a un ton de voix très, très calme. On n'est pas du tout comme dans une série policière. Et c'est ça aussi qu'il faut. Moi, quand je fais du coaching, je le sais que mes clients vont me mentir à un moment donné. Là. La personne qui a été dans une relation toxique, là, elle va faire une rechute, puis elle va recoucher avec le gars ou avec la fille, puis elle va avoir honte, puis elle va avoir de la misère à me le dire. Je le sais. Mais si moi, j'ai guéri mes blessures, les rechutes de l'autre, les mensonges de l'autre, puis les gaffes de l'autre, ils me dérangent plus. Je le sais que ça fait partie du processus. C'est plate quand ma victime d'un pervers narcissique va recoucher avec. C'est dommageable, je le sais, mais ça fait partie du processus. Alors que si je m'énerve à chaque fois, mais ça veut juste dire que moi, j'ai une blessure qui n'est pas guérie, pas résolue. Puis si je m'énerve, je brise le lien de confiance avec l'autre. Je n'aurai pas la vérité à ce moment-là. Puis évidemment, plus moi-même je dis la vérité, plus j'encourage l'entourage à dire la vérité. Mais tant et aussi longtemps que moi, je me permets des petits mensonges sous prétexte de « oui, mais tout le monde le fait. Oui, mais tout le monde dit des affaires de même. Oui, mais moi, je viens d'une famille difficile. Oui, mais moi, j'ai vécu des affaires difficiles. » Si je me trouve des justifications imbéciles pour justifier des mensonges, puis on s'entend, c'est des justifications imbéciles. De croire que tout le monde le fait, c'est pas vrai. Moi, j'ai souvent des clients qui me disent « oh, mais tout le monde a déjà fumé un joint. » Ben non! C'est pas vrai. La moitié de la population n'a jamais fumé de joint de leur vie.
Fait qu'on s'entend que c'est pas tout le monde. Puis de dire, oui, mais moi, j'ai eu une famille difficile. Ben oui, mais 80% des gens ont eu des familles dysfonctionnelles, puis ça les rend pas tous menteurs, compulsifs. Donc, le fait de se trouver des justifications, c'est une façon de se déresponsabiliser. Et tant qu'on se déresponsabilise, on peut pas être créateur de notre vie. Puis à un moment donné, on va faire une capsule sur comment on peut créer la vie de nos rêves. On va adresser entre autres la loi d'attraction, on va adresser le tableau de visualisation, puis on va regarder pourquoi dans plusieurs cas ça ne fonctionne pas, puis qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche. Mais l'étape numéro 1, c'est de se responsabiliser sur nos mauvais comportements. Et ça demande un travail sur soi, une grande humilité. Mais plus je travaille sur moi, plus je me libère de toutes mes blessures, plus à ce moment-là, les mensonges de l'autre vont beaucoup moins mériter et en plus, ça va faire en sorte que l'autre personne, quand elle ment, je vais beaucoup mieux le voir et l'autre personne va mentir moins souvent parce qu'on s'est rendu compte que l'entourage que l'on a un grand impact sur nous. Si par exemple, moi j'habite dans un quartier où il y a beaucoup de gens qui font de l'embonpoint, j'ai 40% plus de chances de faire de l'embonpoint. Si autour de moi, je suis entourée de gens qui ont des problèmes financiers, j'ai plus de chances d'avoir des problèmes financiers. Si je suis entourée de gens qui ont beaucoup de problèmes de toxicomanie, j'ai plus de chances de développer des problèmes de toxicomanie. Si je suis entourée de gens qui disent des mensonges, j'ai beaucoup plus de chances de développer la manie de dire des mensonges. Donc, plus on travaille sur nous-mêmes, plus ça fait en sorte d'avoir un impact positif sur l'environnement. C'est une chronique qui fait beaucoup réfléchir, Annabelle. En conclusion, parce que je suis peut-être parti avec un préjugé de c'est mal mentir, puis finalement tu nous dis que tout le monde ment à un certain degré, à un certain niveau, et certains moments de leur vie aussi. Donc la personne qui dit qu'il est beau le petit bébé là quand c'est pas vrai, c'est pas vraiment grave comme mensonge. On n'est pas pour insulter les gens parce que moi, j'ai tendance à rester vrai le plus possible. Mais c'est sûr que de dire à quelqu'un, ben, t'es laid ou ça te va pas bien ces cheveux-là. Ça m'est arrivé de dire ça te va pas bien cette coupe-là. Puis ça fait pas l'unanimité non plus. C'est pour ça que les gens me demandent plus si je les trouve beaux ou pas. Mais est-ce qu'il faut, avec le contenu que tu nous as apporté ce matin, est-ce qu'il faut un peu lâcher prise, dédramatiser le mensonge? Qu'est-ce qu'on fait avec ça quand quelqu'un nous ment? On n'est pas pour le condamner. Non, c'est ça, il faut dédramatiser parce qu'il faut se rappeler que nous-mêmes aussi on ment. Puis, il faut apprendre à dire les choses autrement. Puis très souvent, quand les gens disent, ouais, là, si je peux plus dire de mensonges, tu sais, là, je vais perdre tous mes amis. C'est pas ça que je te dis. Tu sais, le fait de dire la vérité, ça veut pas dire de vomir nos émotions dans la face de l'autre. Je suis responsable de mes émotions. Donc, je suis responsable de les gérer. Donc, je n'ai pas à les vomir dans la face de l'autre. Puis moi, ça m'est arrivé avec des parents, justement, de voir le bébé, puis de me dire dans ma tête, ouf, il n'est pas dégâté par la nature, celui-là. Mais ce que j'ai sorti, c'est, oh mon Dieu, une petite face particulière, celui-là. C'était vrai, il y avait une petite face particulière. J'avais donc trouvé une formulation pour être capable d'exprimer ce que je voulais. Sans mentir. Sans mentir. Ça, c'est très bien, c'est très bon, ça. L'idée, là, c'est de se trouver des formulations plus positives. Tu sais, combien de fois on regarde un ami qui a justement une nouvelle coupe de cheveux, puis tu fais « Oh mon Dieu, ça fait différent, je ne m'attendais pas à ça. » Parce que le « Oh mon Dieu, ça fait différent, je ne m'attendais pas à ça », ça me donne le temps de réfléchir à ce que j'observe, à ce que ça fait en moi, ça me donne un délai. Et là, quand la personne me dit « Est-ce que tu trouves ça beau? Ça me convient-tu? » Ben, attends, là, je suis en train de regarder, j'essaie de me rappeler à comment tu étais coiffée avant. Je pense qu'il y a quelque chose qui me titille, mais je suis pas capable de le trouver, là. Donne-moi juste un petit temps de réflexion. Fait que je suis honnête à ce moment-là, mais sans y dire, mon Dieu, c'est donc bien laid ce que tu as sur la tête, ça n'a pas d'allure. Donc, je m'arrange pour le formuler adéquatement et je gère mon émotion parce que, mon Dieu, c'est donc bien laid. Là, on est dans le jugement, on est dans la critique, on est dans le reproche. Ça, c'est pas, rappelons-nous, la capsule justement sur la communication. Donc, si je veux m'assurer d'avoir un vocabulaire approprié avec les autres, ben, il faut que j'aie un vocabulaire approprié dans ma tête aussi. Il faut que je prenne le temps de gérer mon émotion. Alors, ça, c'est bien. Moi, j'aime bien aussi dire c'est spécial. C'est spécial, ça fait différent. Puis des fois, je fais juste dire, ben, ça faisait tellement longtemps que tu avais l'autre coupe que je m'attendais à l'autre coupe.
Donc, fait que là, je vais probablement me faire à celle-là. Puis souvent, je dis, tu sais, l'important, c'est que toi, t'aimes ça. Fait que Voilà. ça s'arrête là. Mais tu sais, je m'arrange toujours pour trouver une formulation qui va soit me donner un délai pour vraiment éclaircir dans ma tête qu'est-ce que je ressens, puis qu'est-ce que je veux vraiment dire, puis qu'est-ce qui m'appartient. Il y a des moments où, par exemple, on se rappelle que dans notre cerveau, on a des zones d'ombre noires, on a des zones d'ombre blanches. Une zone d'ombre blanche, c'est quand quelqu'un se permet de développer un potentiel que j'ai, mais que je suis pas capable de développer ou j'ose pas développer. Puis là, ben, le potentiel de l'autre me dérange parce que moi, je me le permets pas. Fait que si, Mhm. par exemple, l'autre se permet une coupe que moi, j'aurais jamais osé, mais que je trouve belle, ben, ça se peut que je réagisse mal parce que l'autre a fait quelque chose que moi, je n'ai pas osé. Mhm. Donc, il faut que je gère ce qui est en moi d'abord et avant tout. Et on se rappelle, quand ce qui me dérange chez l'autre, c'est quelque chose qui est en moi qui n'est pas guéri, pas résolu. Donc, à chaque fois que quelque chose me dérange chez l'autre personne, dans son comportement, dans son allure, dans ses propos, la première question que je me pose, c'est qu'est-ce qui n'est pas guéri en moi? Première question. Voilà. Eh bien, si vous voulez en savoir plus sur les astuces, les stratégies, les moyens efficaces pour détecter rapidement les mensonges, Annabelle a un excellent livre qui s'appelle Détecteur de mensonges Ben oui, chez Béliveau Éditeur. C'est disponible sur ton site annabelle-boyer.com. oui. Et c'est disponible aussi encore en librairie, dans toutes les bonnes librairies. Alors, vous avez un outil qui est très puissant hein, pour détecter les mensonges et nous rapprocher de la vérité. Alors, je vous invite à vous le procurer. Savez-vous comment interpréter le langage corporel? Aimeriez-vous enfin gérer vos pensées négatives et vous libérer de ce qui vous empêche vraiment de réussir? Voudriez-vous booster votre motivation? Bienvenue dans mon univers de neurocoach. Mon nom est Annabelle Boyer. Je vous propose des capsules sur les neurosciences, l'hypnose, l'analyse de la communication non verbale, la PNL et bien plus encore afin de développer le plein potentiel de votre cerveau. Bonne écoute!
Savez-vous comment interpréter le langage corporel? Aimeriez-vous enfin gérer vos pensées négatives et vous libérer de ce qui vous empêche vraiment de réussir? Voudriez-vous booster votre motivation? Bienvenue dans mon univers de neurocoach. Mon nom est Annabelle Boyer. Je vous propose des capsules sur les neurosciences, l'hypnose, l'analyse de la communication non verbale, la PNL et bien plus encore afin de développer le plein potentiel de votre cerveau. Bonne écoute!